Bonsoir Madame Couvreur. Bonsoir Monsieur Samary, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. Alors je le dis depuis quelques jours, le plateau a un petit peu changé. On est un peu plus nombreux autour de la table. Vous connaissez Coralie Mollaret, notre journaliste politique qui est face à vous. Et je vous présente donc Nicolas Pellegrini, porte-parole de la France Insoumise. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Tout va bien depuis la semaine dernière ? Merveilleusement bien, je suis très heureux d'être là. Eh bien nous aussi on est ravis de vous avoir à nos côtés. Jean-Baptiste Jouve est face à vous. Il est responsable des jeunes chez les Républicains. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Abdel, bonsoir le Gard. Tout va bien depuis la semaine dernière, pareil ? Parfaitement bien. Merci. Allez, parfait. On vous donnera la parole dans quelques instants pour que vous puissiez interroger notre invité. Mais pour le moment, je donne la parole à Coralie Mollaret qui va poser la première question. Bonsoir Madame Couvreur. Bonsoir Coralie. Alors, est-ce que vous êtes intelligente, Madame Couvreur ? Je n'en sais rien, je suis tenace. Parce que vous savez ce qu'on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Or, ça ne devrait pas être votre cas. Je vois que vous rigolez parce qu'en 2016, vous aviez dit que vous ne feriez... 2015. Oui, 2015, et en tout cas chez nous, c'est en 2016. Vous avez dit que vous ne feriez qu'un mandat au conseil départemental. Or, force est de constater aujourd'hui que vous êtes de nouveau candidate. Alors vous avez raison, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'était une erreur de jeunesse, j'ai envie de dire. Et quand j'ai dit en 2015 que je ne ferais qu'un mandat, je le pensais vraiment. Or, pendant le mandat que je viens de conduire, avec la crise sanitaire, avec cette année où on n'a pas pu mener à terme un certain nombre de projets, j'ai décidé de me représenter. Et j'ai été sollicitée, et je vais vous dire, ce qui m'a vraiment décidée, en dehors des sollicitations, c'est un groupe de femmes qui sont venues me voir avec un bouquet de fleurs et qui m'ont dit « Madame Couvreur, on sait que vous ne voulez pas vous représenter, mais ne nous racontez pas d'histoire. Si vous ne vous représentez pas et si vous n'êtes pas élu, vous ne pourrez pas continuer à nous accompagner de la sorte. » Est-ce que c'était Donc, vraiment... oui, je me représente. Ah oui, affirmatif. Mais est-ce que c'était vraiment que les sollicitations du canton, le canton de Nîmes 2, parce qu'on sait que la rumeur a couru que si vous ne partiez pas avec Christian Bastide, il aurait beaucoup de mal à être réélu? Je pense que c'est vraiment une implication et de Christian Bastide et la mienne. Et qu'on repart ensemble parce qu'on a encore des projets pour ce canton. Oui, mais très honnêtement, vous avez quand même, vous étiez sur le devant de la scène ces dernières années. Vous êtes non encarté à un parti politique, vous étiez la petite nouvelle en 2015 et vous avez réussi, comme un peu Carole Delga l'a fait à la région, à vous imposer sur votre territoire. Vous pouvez le dire, c'est pas ne pas être humble. On a travaillé, j'ai travaillé. Est-ce que vous avez pris goût à la politique, tout simplement ? Je ne sais pas si j'ai pris goût. La politique, c'est passionnant, c'est addictif. Ça nécessite beaucoup de temps. Ça nécessite de garder les pieds sur terre. Et si travailler dans l'intérêt général, c'est prendre goût, oui, j'y ai pris goût. Quel est le bilan de vos années au département et sur ce canton de 2 ? Alors, sur ce canton 2, je ne vais pas vous décliner tout ce qu'on a fait. C'est un canton qui compte 29 000 habitants. Sur ce canton, tout au long de ce mandat, et sous la présidence de Denis Boide et maintenant de Françoise Laurent-Périgot, on a participé à cette majorité départementale en votant à chaque fois qu'il était question de l'APA pour les personnes âgées, du RSA pour les bénéficiaires du RSA, de l'éducation, de tout ce qui a concerné cette majorité qui a fait du social une fierté et un bouclier. C'est les compétences de la collectivité. Tout à fait. Et nous les portons fièrement et nous sommes fiers de dire que le département, c'est une collectivité qui est un bouclier social. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'élu ? Sur ce canton, nous avons tenu avec Christian un certain nombre de permanences. Vous êtes d'ailleurs venus nous rencontrer lors de ces permanences. Nous en avons tenu au total 300 et nous avons pu recevoir 3000 personnes qui sont venues nous solliciter. Nous avons, pour continuer à décliner, construit un collège à Dallovelès qui est notre fierté
qui est un collège, à énergie positive, spécialisé dans le numérique. Et l'intérêt de ce collège, c'est que la mixité y règne, puisque nous y accueillons des enfants de Pouls, de Marguerite et de Nîmes. Nous avons contribué au financement de 3 résidences construites par les bailleurs sociaux, Chemin Bas, Mas-de-Main, Courbesac. Nous avons participé à la maison médicale. Et quand on pense aux déserts médicaux et dans les zones rurales et sur ces quartiers, nous avons participé à Hugo Must. Et puis, je pourrais encore... on va donner donc la parole tout de suite à Nicolas, qui avait une question à vous poser dans le cadre de ces enjeux pour les départementales à venir. Oui, tout à fait, Madame Couvreur, vous êtes candidate sur le canton de Nîmes 2, un canton où le Front National et l'extrême droite en général est très présent, que ce soit en termes de candidats ou tout simplement électoralement. Aujourd'hui en France, il y a une montée de l'extrême droite manifeste, on l'a vu dernièrement avec une tribune de Valeurs Actuelles, avec d'anciens généraux à la retraite qui ont émis des menaces, littéralement, contre l'ordre et l'État tel qu'il est aujourd'hui. Le conseil régional d'Occitanie a été envahi par des militants d'extrême droite. Et il y a une extrême droitisation de la société en ce moment et de la politique en général. Je pense que la gauche tombe en partie dans le piège de l'extrême droitisation dans la mesure où elle tombe dans le filet que tend le gouvernement et l'extrême droite. Je pense que la gauche passe autant de temps, pour certains, à taper sur Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise en utilisant les éléments de langage que l'extrême droite utilise en général, à l'instar de certains des personnes que vous avez pu côtoyer au Parti Socialiste par exemple, Madame Delga, Manuel Valls, Olivier Faure, qui pensent que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise en général a quitté les rives de la République. Soit dit en passant, j'en profite pour dire qu'il y a un rassemblement en ce moment même à Nîmes, à la Maison Carrée, contre l'extrême droitisation de la société, de la gauche républicaine que je représente aujourd'hui, avec cette cocarde et ce triangle rouge. Madame Couvreur, ma question sera très simple. Est-ce que vous pensez que la France insoumise, et Jean-Luc Mélenchon en particulier, ont quitté les rives de la République, à l'instar des personnalités socialistes que je viens de citer ? Je trouve que les jeunes que vous invitez dans cette émission ont une culture politique importante. Par rapport à mon positionnement, je vous l'ai dit dans les couloirs tout à l'heure, je suis une femme de gauche, mais je ne suis pas encartée. Quand vous me posez la question sur les militants de la France insoumise, je vous réponds droit dans les yeux, oui, nous avons des valeurs communes. Bien sûr, nous avons des valeurs communes. Quand vous me posez la question sur des logiques politiques, chacun est libre de son positionnement. Moi, je respecte profondément les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Mais un mot quand même sur l'extrême droite, et ça vous concerne à double titre. D'abord parce qu'aujourd'hui, votre adversaire Rassemblement National, c'est Yohann Gillet. Yohann Gillet qui a été tête de liste au municipal. Est-ce que vous avez le sentiment que l'extrême droite, sur votre canton, fait de votre canton une cible ? Je n'ai pas trop de temps à consacrer, sincèrement, à ceux qui créent la polémique et à ceux qui veulent diviser notre République. J'ai tout le temps qu'il faut pour leurs électeurs. Parlons-en alors, si vous préférez, des électeurs. On a vu qu'il y a eu quand même beaucoup de règlements de compte, que ça affole, que ça fait peur à une partie des habitants. Est-ce que ça, c'est pas aussi votre échec d'une certaine façon ? Je pense que c'est un échec de société. Qu'est-ce que vous avez raté ? Je pense que c'est un échec de société. On peut taper sur l'État, on peut taper sur les uns et sur les autres. C'est un échec de société. Bien sûr qu'il faut renforcer les forces de police et de gendarmerie. Je rappelle à ce titre qu'il y a quand même 12 000 postes de policiers, si je me trompe parce que je suis fâchée avec les chiffres, qui ont été supprimés il y a quelques années. Je rappelle également que la police de proximité, qui faisait un boulot remarquable, dixit non pas les policiers, mais les habitants, a été supprimée. Ça, c'est des décisions d'État, mais le conseil départemental est quand même en charge de la prévention de la délinquance, la prévention spécialisée. Qu'est-ce que vous avez raté ? J'arrive. On peut répéter que c'est une compétence régalienne de l'État.
Le conseil départemental n'a pas déserté ces territoires. Il y a les centres médico-sociaux avec des travailleurs sociaux, la PMI avec des médecins et des puéricultrices. Il y a tous les outils que le département peut mettre en place. Il y a assez d'éducateurs. Nous mettons pour la seule prévention spécialisée de Nîmes, et c'est un domaine que humblement je dis que je connais un petit peu, nous y mettons au niveau du département, et je l'ai dit dans votre émission il n'y a pas très longtemps, plus de 700 000 €. Bien sûr qu'il faut renforcer, mais on ne peut pas parler de sécurité d'abord avant de parler de prévention. Vous estimez avoir fait le job aujourd'hui ? J'estime que nous avons fait le job, mais qu'il nous faut continuer à améliorer et à renforcer la prévention. Il n'y a aucun gamin qui naît délinquant de naissance. On en reparlera tout à l'heure de toute façon, parce que ça fait partie de notre débat. Jean-Baptiste, une question à Amel Couvreur. Oui, Madame Couvreur, bonsoir. Bonsoir. C'est une question par rapport à un sujet d'actualité qui a fait polémique, mais qui à mon sens a pas assez été repris et surtout on n'a pas accordé l'importance qu'il méritait. C'est sur les propos tenus par l'une de vos collègues PS, tête de liste aux élections régionales en Ile-de-France. Elle réagissait aux réunions non mixtes organisées par l'UNEF, feu le syndicat étudiant républicain, qui avait organisé des réunions non mixtes où, pour ne pas les citer, les blancs n'étaient pas conviés. En réaction à ces propos, elle a affirmé clairement qu'elle accepterait les blancs dans cette réunion si c'était à faire, mais qu'ils n'auraient pas le droit de parler. Écoutez, moi je voulais savoir si sur les propos tenus par Madame Couvreur, vous faites preuve... si Madame Couvreur, sur les propos tenus par Madame Pulvar, vous faites preuve, vous les condamnez, ou si vous les assumez, ou si vous les contournez. Écoutez, moi je pense qu'il faut avoir du courage sur cette question et ne pas faire preuve de lâcheté. Alors, la question est très simple. Oui, la question est très simple. La mixité, c'est pas un slogan pour moi. La mixité, je la vis dans ma chair, je la vis au travers de mes enfants et je la vis au travers de mes petits-enfants. Donc, je suis très claire par rapport à ça. Peut-être que les propos ont été ce qu'ils ont été. Bien évidemment, je ne les partage pas. Vous les condamnez ? Je ne les partage pas. Pourquoi vous les condamnez pas ? Si vous voulez que je les condamne, le terme condamner nous renvoie à du jugement. Je suis d'accord, mais le fond des propos est quand même très inquiétant à mon sens. Le fond des propos tenus par Madame Couvreur est très inquiétant. Pas par Madame Couvreur, par Madame Pulvar. Je suis désolé, je sais pas ce que j'ai. Je veux bien que vous nous confondiez, mais... Non, je ne confonds pas. mais ça va à l'encontre du vivre ensemble. On est quelque chose qu'on partage tous, je pense. Et ça va aussi à l'encontre de la cohésion sociale. On est tout à fait d'accord. Allez, on revient sur les départementales. On parle des projets que vous avez pour le territoire du canton 2. Qu'est-ce que vous allez proposer aux habitants ? C'est quoi votre projet, Madame Couvreur ? Alors, notre projet, d'abord, on le construit avec les habitants. Les habitants de ce territoire demandent notamment une deuxième maison de santé parce qu'on a un vrai souci. Bien évidemment, on va continuer ce qu'on a déjà entrepris sur ce canton. Et puis, on va continuer à être à l'écoute des habitants, ce que j'appelle l'écoute active. Vous savez, quand vous intervenez pour un habitant, pour faire le relais et le lien avec les administrations, opération réussie. Et puis, je pense qu'on va renforcer tout ce qui a trait et est en lien avec la jeunesse. Vous le savez, je suis très fière des services civiques accueillis au sein de notre collectivité. On en a accueilli 200. Ça représente 60% de l'accueil des services civiques en Occitanie, et j'en suis très fière. Et nous allons renforcer, nous avons triplé les crédits qui concernent l'accompagnement à la scolarité, le CLAS, qui est un dispositif partenarial avec l'État et la CAF, qui accompagne les enfants à la sortie de l'école, à la sortie du collège, pour que nos enfants puissent évoluer avec une équité
partout sur le territoire. Juste un mot rapide par rapport à vos projets. La maison de santé, le problème qui pourrait se poser, c'est les praticiens. Comment les attirer? Parce que c'est ça le souci, et que la ruralité connaît aussi. C'est en cours de réflexion. Il va falloir qu'on se mette tous autour de la table, parce que bien évidemment, il n'y a pas que le conseil départemental qui est concerné, la ville, l'agglo, l'ARS, la région. C'est une maison de santé pour le Mas de Mingue, on est d'accord. Et oui. Et une deuxième question peut-être rapidement. L'ANRU, la rénovation urbaine, pour l'instant, vous n'avez toujours pas signé la convention. Vous avez bon espoir de la signer? Pourquoi? J'espère. Vous inviterez Christian Bastide qui vous en parlera, puisque c'est la délégation de Christian Bastide. Mais ça concerne vos quartiers, bien vous sûr, connaissez un petit peu. Bien sûr. Allez, on parle des régionales. Coralie, première question sur les régionales. Juste une petite question, si je peux me permettre. Je sais que le temps nous est compté, mais rapidement. S'il vous plaît. Votre suppléante, vous l'avez choisie pour les élections départementales? C'est en cours, c'est presque fait. C'est presque officialisation fait. Vous êtes sûr? demain. Vous voulez vraiment Oui. pas nous le dire? Non. Alors pour les régionales, vous êtes très très en vogue apparemment à Malcouvreur, puisque Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, vous aurez choisi pour être tête de liste. Alors est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est une intox? C'est un secret pour personne que je suis proche de Carole Delga. Je suis très claire avec ça. Carole Delga a un bilan, et un bon bilan. Carole Delga a un projet pour l'Occitanie. Et puis, je pense qu'elle incarne le poste. Mais vous, est-ce que vous incarnez la tête de liste? En plus, vous le savez, Coralie, vous me taquinez, mais vous le savez. Prenez un verre d'eau et dites-le nous. On est entre nous. Mais on est entre nous. C'est sincèrement, c'est pas ce qui me motive. Non, mais... pour être derrière Carole Delga. Oui, mais c'est pas ce qu'on vous dit. On vous demande juste si la tête. C'est pas tout à fait la même chose de tirer la liste quand même, dans le Gard. C'est votre lecture des choses. Ça n'est pas la mienne. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Soyez assurés que ce n'est pas ce qui me motive. Allez, mais non, parce que c'est pas ce qui me motive. À Nicolas, il a une question à vous poser concernant ces élections régionales. Les jeunes posent des bonnes questions. Je vous remercie. Parce que nous, non. Vous l'embêtez trop peut-être, hein. Mais je vais poser une question sur ces élections régionales justement. Donc vous n'êtes pas au PS, certes, vous me l'avez rappelé, néanmoins on ne peut plus cacher désormais que vous êtes une ardente soutien de Carole Delga et vous venez d'assumer sur ce plateau sa politique en quelque sorte. J'aimerais rappeler que nous avons 3 élus conseillers régionaux insoumis au conseil régional d'Occitanie qui ont réussi à obtenir de belles choses. La gratuité des équipements pour les lycéens et les apprentis, le fait que la région Occitanie soit une région sans TAFTA et sans CETA, qui sont les traités de libre-échange avec les États-Unis et le Canada. Alors, imaginez, avec 156 élus régionaux insoumis, je ne vous raconte pas, la vie des Occitans devrait changer. Néanmoins, nous incarnons, je pense, une politique de rupture avec ce qu'incarne Carole Delga. Nous nous opposons sur beaucoup de choses. Nous avons réussi à porter des projets ensemble. Néanmoins, nous nous opposons sur beaucoup de choses, sur des grands projets qui sont coûteux, à la fois pour les Occitans, mais aussi pour l'environnement. La gare, je l'ai noté, la gare Maugère à Montpellier, l'extension de Port-la-Nouvelle, l'autoroute privatisée de Castres-Toulouse. Donc, j'aimerais vous poser une question justement sur la liste de Madame Delga. Le fait qu'elle accueille l'ancien adjoint au maire de droite d'Alès, Monsieur Roustan, je vais le nommer, Jalil Benabdillah, sur sa liste, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une orientation de Madame Delga pro-libérale qui se rapproche sur le centre, alors qu'au contraire, à la France Insoumise, avec sa tête de liste Myriam Martin, nous essayons d'incarner une ligne de rupture et de réorienter les politiques publiques résolument plus à gauche? Alors, je ne connais pas Jalil Benabdillah. Votre question concernant la constitution de la liste m'interpelle. Et je fais confiance à Carole Delga. Ce que je crois savoir, c'est que Jalil Benabdillah est un peu dans la même trajectoire que la mienne. Il n'est pas encarté. Et vous savez, quand vous n'êtes pas encarté, vous avez la liberté, qui est intéressante, mais vous avez aussi, et ça va avec, la solitude de vos décisions. Si Carole Delga a fait le choix de solliciter Jalil Benabdillah, c'est qu'elle a confiance dans les valeurs que
que porte cet homme. J'ai aucun doute sur le fait que Carole Delga assume totalement ce choix, sinon elle ne l'aurait pas pris sur la liste. Néanmoins, pour moi, c'est un signe d'un recentrage de sa politique. Et puis les projets auxquels nous nous opposons, que je viens de citer, incarnent quand même cette dangereuse dérive, je pense, pour la gauche. Je partage pas votre avis sur cette question. Vous en avez le droit. Je pense qu'il n'y a aucune dérive possible. Et Carole Delga l'a prouvé à maintes reprises ces derniers temps. Jean-Baptiste. Petite remarque, la dernière fois que quelqu'un parlait de recueillir sur sa liste des hommes de tous les horizons politiques dénoués de tout engagement dans des partis, c'était Emmanuel Macron. Donc bon, peut-être que l'opinion de Nicolas n'est peut-être pas si éloignée de la réalité. C'est vrai qu'il y a peut-être un recentrage, ou en tout cas une tentative de recentrage, mais le centre et la droite ne font qu'un. Soit dit en passant... fin de la parenthèse. Non, je voulais vous revenir avec vous en fait sur une innovation qui a été prise par un des départements du sud de la France, le département des Alpes-Maritimes, pour ne pas le citer. Il s'agit en fait d'une convention signée entre le principal bailleur social, la mairie de Nice, pour ne pas la citer, le préfet et le procureur de la République. En réalité, c'est très simple. Ça permet au bailleur social d'être tenu de suite informé des condamnations au pénal des occupants des logements sociaux. Et ça permet ainsi de procéder plus rapidement à leur expulsion. Moi, je voulais savoir si vous alliez dans ce sens, si cette volonté, je sais pas, de faire respecter l'ordre était la vôtre, et si au fond vous seriez prêt à porter ce genre de projet devant Habitat du Gard, le principal bailleur social du département. Moi, à titre personnel, je pense que tout ce qui va dans le respect d'une certaine norme est bon, et surtout quand on a la chance de bénéficier d'un logement social, il faut être irréprochable. Alors, j'ai pas très bien compris, mais vous allez me réexpliquer. Le dispositif est très simple. Il permet d'expulser plus rapidement les personnes qui ont été condamnées au pénal des logements sociaux qu'ils occupent. Parce que le procureur, en réalité, informe c'est une expulsion plus rapide, en fait, voilà, puisqu'il y a les informations qui sont données plus vite. En général, les bailleurs sociaux, comme peut-être dans un autre domaine, la police, le maire, pour ce qui est des fichiers S, n'est pas informé par le procureur des condamnations au pénal. Alors, je suis embêtée par votre question, parce que d'abord, je suis initialement assistante sociale, et vous savez, le secret professionnel, j'y tiens beaucoup, énormément. Dans ce que vous m'évoquez avec les bailleurs sociaux, je pense que ce qu'on pourrait discuter avec les bailleurs sociaux avant d'en arriver à l'expulsion, parce qu'on sait... C'est pour du pénal, hein. Oui. On sait ce qu'occasionnent les expulsions. J'ai travaillé pendant 20 ans auprès des personnes SDF. On sait ce que ça produit d'être dehors. On sait la difficulté que rencontrent les gens. Et s'il y a un travail... aussi la réalité que rencontrent les voisins directement concernés par ces problématiques. Je vais y arriver. Mais si on a un travail à réfléchir avec les bailleurs sociaux, peut-être faudrait-il toujours, en termes de prévention, réfléchir à nouveau à la possibilité d'avoir des agents embauchés pour s'occuper, comme on avait il y a quelques années, des concierges responsables qui apaisent, qui tranquillisent, qui rassurent les gens, qui les accompagnent. C'est plus cette question-là qui m'intéresse que la question des expulsions des gens condamnés au niveau pénal. Vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est deux sujets différents. Il y a la prévention, puis après il y a la sanction. La prévention, bien sûr qu'on doit mettre tous les moyens en œuvre nécessaires, mais une fois que la chose est arrivée, on est obligé de regarder les choses en face. Et la réalité d'une condamnation pénale, elle implique des faits gravissimes, à mon sens. Et voilà, c'est simplement pour savoir si la personne a payé sa dette à la société... Non mais ça, c'est une fois qu'elle est condamnée. Oui, mais si elle a payé sa dette à la société et qu'elle a un conjoint... L'enjeu qu'il y a derrière ça... Alors, un monsieur qui est condamné pénalement, qui habite un logement avec sa famille et ses enfants, lui paye à la société, il va en prison, il est incarcéré. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là ?
L'enjeu qu'il y a selon derrière cette ça, convention. Ouais. l'enjeu qu'il y a derrière ça, c'est de préserver la bonne image du logement social, parce que je rappelle quand même que 70% des Français y ont droit, que le logement social, c'est pas seulement malheureusement l'image que les gens ont aujourd'hui, à savoir des grandes tours, des quartiers concernés par la délinquance, concernés par tous les maux de la société. Ça permet, je pense, aussi aux gens de se sentir sécurisés et de sentir que le logement est valorisé, parce qu'on en prend soin, et on prend soin bien sûr des habitants. Je ne sais pas si c'est une mesure de ce type qui va permettre au logement social. Pour moi, ça D'ailleurs, va il faudrait clairement qu'on dans leur le sens. change de nom à ces logements c'est la sémantique, sociaux. ça, mais- Bien sûr qu'il y a 70% de la population qui pourrait prétendre à un logement social. Moins que les demandes. Et Ça, ce c'est qu'il notre faut, sujet, oui, et ce qu'il faudrait, c'est effectivement qu'il y ait du logement social partout et pour tous, et que les communes qui ne respectent pas la loi soient condamnées. C'est Pour le cas, qu'il y ait vraiment de la mixité. Parce que la mixité, C'est déjà le la cas. mixité sociale, c'est pas On va en parler le tout à plan. l'heure demandez- de notre débat Oui, sur les ça quartiers. serait bien parce que du coup, on Mais a cette beaucoup mesure, débordé Monsieur Jouve, dans cette interview. Excusez-moi, Juste pour finir. cette mesure m'inquiète. Allez, très rapidement, Bon, moi, Jean-Baptiste, Monsieur peut-être que Jean-Baptiste, vous l'avez on y motivé. reviendra tout à l'heure, où on refera un débat sur le sujet d'habitat social. C'est bien. Coralie, Des deux petites dernières questions très politiques rapidement. pour On finir. revient sur des sujets très politiques. Donc, Amal Couvreur ne nous dira pas si elle est tête de liste au régional, mais si d'aventure vous êtes candidate, quelle délégation vous aimeriez occuper à la région Occitanie? Alors, si la région, pour moi, c'est le bon échelon pour agir. Mhm. Et pour agir sur des questions qui me semblent essentielles. Et les questions qui me paraissent essentielles, je ne les invente pas. Pendant les permanences, les gens demandent de l'emploi, de la formation et du logement. Donc ce serait plus Donc, la formation professionnelle qui est une compétence Sur- première de la région. Sur la question de l'emploi et de la formation, je pense que la région est un outil qui Mhm. va permettre de porter. Carole Delga était réceptive à votre demande? On n'en a pas parlé encore, mais encore voilà. Et si d'aventure... C'est l'outil qui va permettre de porter la parole des Gardois Oui. et des Gardoises à Toulouse. D'accord, mais si C'est d'aventure... dommage qu'il la porte à Toulouse et pas dans le Gard d'ailleurs, parce que ce Mais- sont quand même les socialistes qui ont fait les lois, qui ont fait passer les lois, qui ont dénaturé le département de ses compétences, la loi MAPTAM, la loi NOTRe pour citer que elle, et que la région devient le seul échelon d'interlocuteurs possible. Alors, juste pour terminer C'est les vrai. petites questions politiques, je vais y arriver. Du coup, si vous êtes élu à la région, est-ce que vous allez rester au département ou est-ce que vous allez démissionner? Et du coup, votre suppléante deviendra conseiller départemental. Je sais pas d'où vous inventez ça. Ah, vous voulez rester dans les deux? Non, mais c'est un choix. Vous pouvez être une double Et candidate c'est et double élu. et c'est pas une histoire d'orgueil. C'est une histoire d'émancipation. Ouais. Le lien entre ce que j'ai fait pendant ces 6 ans, Mhm. ce que je vais continuer à faire, Ces 6 si prochaines les années, électeurs, si vous êtes élu, si les électeurs nous font confiance, est en lien étroit avec ce qui se fait à la région. donc vous resterez dans les deux fonctions. Vous avez pris goût à la politique, Madame Couvreur. non, mais vous allez m'en vouloir, Coralie, mais ça, c'est le genre de questions que vous ne posez jamais aux hommes. Oh si, et ils le savent. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Couvreur, d'avoir répondu à nos questions.